Hola! Euh, j'ai dit ailleurs que l'idée de blancheur est une construction artificielle, une création du XVIIe siècle, à la suite d'une rébellion ratée durant laquelle les esclaves noirs et les blancs marginalisés se sont unis. La classe dominante, composée des propriétaires blancs issus de l'élite, a promu l'idée de blancheur pour diviser la société et ainsi maintenir l'ordre. Ils ont renvoyé tous leurs employés blancs afin qu'ils n'aient pas l'occasion de se mêler à, connaître et sympathiser avec leurs esclaves noirs. Puis ils ont orchestré une campagne de propagande massive pour convaincre les blancs que les noirs étaient intrinsèquement violents et dangereux. Enfin, ils ont donné aux pauvres blancs de nouveaux emplois tels qu'overseers, contremaîtres, shérifs et chasseurs des esclaves pour leur donner du poids dans ce nouvel ordre social. Avant cela, la vision de la race dans les colonies qui deviendraient les États-Unis ressemblait à celle qui existe encore en Europe aujourd'hui. Ils n'étaient pas blancs. Ils étaient anglais, écossais, français, hollandais, etc. Paradoxalement, la construction de la blancheur a presque été une avancée, excepté le fait qu'elle a créé la ségrégation raciale et la brutalité au service d'un système de classe horriblement injuste qui poursuivait un programme impérial et génocidaire. Aux États-Unis aujourd'hui, le néolibéralisme pousse à l'individualisme. Non simplement l'individualité où chacun de nous est une personne avec notre propre identité, et qui est évidemment vrai, mais l'individualisme dans lequel cette identité est toute qui existe. Mais c'est faux. L'histoire et la biologie nous enseignent que le motif de la vie est celui de l'évolution de la coopération. Des molécules découvrent par hasard un système de coopération qui a conduit à la vie. Un acte raté de prédation a mené de multiples cellules à se combiner et commencer à coopérer en tant que vie eucaryote. De multiples cellules ont puis découvert nouvellement la coopération en formant des colonies, ce qui a finalement conduit au développement de la vie multicellulaire. Des organismes individuels ont découvert la coopération encore une fois en tant que troupeau, banque et tribu. Les êtres humains sont des individus, oui, mais ce n'est pas tout. Chacun d'entre nous forme aussi partie de plusieurs groupes et communautés différentes, dont l'un ou l'autre peut être plus ou moins important. Mais dans leur ensemble, ils sont vitaux au bien-être émotionnel de l'individu. Pas de pensionnement, aucun homme n'est inutile, etc. Nous sommes également des narrateurs. Nous adorons les récits. Dans l'histoire, la science, l'art et la littérature, nous nous enterrons des contes, pour le bien ou pour le mal. Et l'un des outils les plus efficaces pour l'enseignement ou pour la rhétorique est de construire un récit fascinant qui séduit l'attention et ancre profondément le message. Ainsi, on peut facilement construire l'identité de l'oppression, dont simultanément un groupe avec laquelle on peut s'associer est un récit fascinant, noble et tragique. Dans n'importe quel camp on regarde lors d'un conflit, on s'aperçoit que les deux ont probablement construit un tel conte. Les Blancs d'avant la guerre civile des États-Unis se voyaient comme les sauveurs assaillis et nobles, pendant toute la vie dans leur pécherie, entourés des « insérez-vous des stéréotypes faux ici ?» Peu importe qu'ils torturaient, mutilaient, assassinaient et violaient des personnes,
eux-mêmes se faisaient passer pour les vraies victimes. Aux États-Unis d'aujourd'hui, les Blancs ont du mal à maintenir l'illusion d'eux-mêmes comme la classe vraiment opprimée. Ce n'est pas impossible. Si on parle avec tout conservateur, on trouvera qu'il est convaincu que les Noirs, les femmes et les homosexuels sont allés trop loin et maintenant ils souffrent sous le joug du politiquement correct devenu fou. Bien que ce ne soit pas impossible, c'est difficile, car les groupes opprimés ont la parole et l'utilisent. Et bravo. Mais le résultat est que les personnes qui ne sont pas ancrées dans un récit traditionnel de la blancheur peuvent avoir du mal à trouver une identité de groupe satisfaisante. Je pense que nous en avons vu des preuves dans les dernières années avec la montée de Gamergate, un mouvement de jeunes blancs curieusement en colère et rageusement étrange, qui aiment jouer aux jeux vidéo et qui étaient furieux parce que les minorités envahissaient leur espace. C'est sans surprise que cette réaction s'est transformée en un mouvement communément appelé alt-right, ce qui n'est en réalité rien d'autre qu'un mouvement fasciste. Tout de même, il a été facile pour les fascistes de recueillir ces gens blancs furieux parce que le mouvement fournissait un récit fascinant. Dans l'intérêt de ne pas permettre au fascisme même le plus petit territoire, je me demande, est-ce possible de reconstruire la blancheur? Certains blancs ont des autres identités à côté. Les enfants d'immigrants plus récents peuvent facilement attraper cette ascendance et réclamer l'identité italienne, irlandaise ou mexicaine. Les Juifs n'ont jamais eu plus que le plus petit acquis dans la blancheur. Des personnes américaines aiment parler des valeurs judéo-chrétiennes, comme si ça peut repousser les accusations de l'antisémitisme. Les Juifs ont aussi une tradition ferme de conserver le grand nombre de variétés d'identités juives. D'autre part, on peut me prendre comme contre-exemple. Les plusieurs branches de ma famille existent dans le Nouveau Monde depuis le siècle XVII. Je peux faire remonter mon arbre généalogique à l'Angleterre. Nous avons depuis longtemps perdu tout sentiment, au moins dans le cas de ma famille, de l'identité anglaise, française, irlandaise ou écossaise. Tout qui reste est être américain ou sudiste, et la première est presque aussi mauvaise que la seconde. C'est un empire génocidaire, mais au moins il fait comme s'il a rejeté l'esclavage. Finalement, je ne sais pas si la reconstruction de la blancheur est possible, et je suis assez sûr qu'elle serait une mauvaise idée. Quand une communauté arrive avec une étiquette comme ça, il semble qu'elle conduit toujours à plus de problèmes qu'elle pourrait espérer à résoudre. L'identité devient rapidement plus importante que les personnes dedans, et incontestablement plus importante que les personnes à l'extérieur. De cette manière, on voit des personnes qui défendent les pédophiles, votent pour les violeurs, construisent des murs, entrent en guerre et commettent le génocide. La seule communauté dont je pense que je serais disposé à revendiquer est une qui n'a pas de nom. Seulement des amis et une famille qui s'aiment et s'occupent des uns et des autres, et qui ne voudrait exclure personne. Bien sûr, ça ne pourra pas réparer tous les problèmes, mais ça pourrait aider. Mais je ne pense pas qu'il serait possible d'éliminer nos communautés portant un nom, toxique ou non. Je préférerais avoir tort, cependant. Je préférerais penser qu'il existe un futur sans ce type de sectarisme exclusif.
Mais peut-être j'ai tort. Peut-être les gens ont simplement besoin de ce genre d'étiquette et ne peuvent pas exister sans elles. Peut-être que la seule façon de ne pas avoir la blancheur toxique des néonazis est de récupérer ce que nous puissions de la décharge en feu de l'histoire des États-Unis. Une partie du problème est qu'il y a une si grande partie du courant principal de la culture américaine qui considère juste qu'être blanc, hétérosexuel et cisgenre est le défaut. C'est pourquoi les personnes blanches n'ont pas vraiment l'habitude de penser à leurs identités, d'avoir la possibilité d'être tout sauf normal. Et, naturellement, dominer et opprimer les autres identités était une partie de cette normalité. Et qu'est-ce qui est vraiment cette normalité? C'est le courant dominant. C'est les chariots et le McDonald's, le Budweiser et le football américain. C'est ringard et banal. C'est le prix de ce type d'impérialisme culturel. Je pense que la seule façon de reconstruire la blancheur est de la laisser mourir. Laisser les États-Unis devenir une nation multiculturelle, une nation où la majorité est aussi les minorités, ou mieux, une nation sans minorité, dans le sens des sciences sociales, groupes marginalisés ou opprimés. Dans ce cas, la blancheur peut être redécouverte en tant qu'autre subculture faisant partie d'un ragoût substantiel de subculture, un delta d'un fleuve sans courant dominant. Hey! Je pense que la seule façon de reconstruire la blancheur est de la laisser mourir. Laisser les États-Unis devenir une nation multiculturelle, une nation où la majorité est aussi les minorités, ou mieux, une nation sans minorité, dans le sens des sciences sociales, groupes marginalisés ou opprimés. Dans ce cas, la blancheur peut être redécouverte en tant qu'autre subculture faisant partie d'un ragoût substantiel de subculture, un delta d'un fleuve sans courant dominant.